Bienvenue sur Chevalier du 21e, mon nom est Manon Chevalier. Cette vidéo constitue la seconde partie de ma série portant le nom 1964, la trahison de l'élite québécoise ou comment l'Empire britannique a détruit l'identité canadienne-française. Dans la partie numéro 1, nous avons vu ce qu'était l'identité québécoise, avant les réformes et avant la Révolution tranquille. Nous entrons maintenant dans le cœur du sujet. Nous allons maintenant explorer l'origine de l'Empire qui a orchestré la destruction de notre culture, comment cet empire s'est-il construit et quelles sont ses méthodes. Donc, si vous regardez à l'écran, c'est maintenant la partie que nous allons regarder de plus près. La partie 2 s'appelle donc les origines de l'Empire et le segment 2A, les racines de l'Empire. Donc, vous verrez que ça commence bien avant l'Angleterre qu'on connaît aujourd'hui. Tout commence ici. Ce petit territoire encerclé en rouge sur la carte, c'est la Cité de Londres, fondée en l'an 43 par les Romains. Il s'agit de 3 km² seulement. Déjà à l'époque, c'était un centre commercial et militaire stratégique. Ne confondez pas avec Londres, la ville. La cité, c'est un État dans l'État, avec son propre drapeau, sa propre police, son propre gouvernement. Et ce statut particulier remonte à presque 1000 ans. En 1067, Guillaume le Conquérant arrive aux portes de Londres. Ses troupes ont conquis toute l'Angleterre, mais elles sont repoussées au London Bridge. Alors Guillaume choisit de négocier. Pourquoi? Parce que la cité était déjà le centre économique du royaume, la source de financement de la couronne. Il avait besoin d'eux. En échange d'une reddition pacifique, il confirme l'autonomie de la cité par une charte. À chaque siècle, la cité gagne en autonomie. 1132, elle nomme ses propres shérifs. En 1215, la Magna Carta la protège du roi. En 1319, elle obtient son propre gouvernement. À ce moment, c'est déjà un centre bancaire, le prêteur principal de la couronne, et elle contrôle le commerce international anglais. La Cité de Londres est le seul endroit au monde où le pouvoir financier a pu se développer indépendamment du pouvoir politique pendant près de 1000 ans. C'est là que naît l'Empire invisible. Et aujourd'hui encore, savez-vous comment fonctionne la démocratie dans la Cité de Londres? Ce sont les entreprises qui votent, pas les citoyens. C'est unique au monde. Mais avant la Cité de Londres, il y avait Venise. En 1453, Constantinople tombe aux mains des Ottomans. C'est un choc. Les routes commerciales vénitiennes vers l'Orient sont coupées, mais Venise s'adapte en partant à la conquête de plusieurs villes d'Europe. En 1500, elle reste la puissance financière dominante en Europe. Avec une force militaire navale redoutable, la rancœur s'installe chez les autres puissances européennes. En 1509, toute l'Europe se coalise contre Venise, le pape, la France, l'Espagne, le Saint-Empire germanique. À la bataille d'Agnadello, Venise est écrasée, elle survit de justesse. Mais l'oligarchie vénitienne comprend le message, elle doit transférer ses opérations ailleurs, vers un pays insulaire plus isolé, plus défendable, l'Angleterre. Je vous invite à vous intéresser à l'œuvre de Matthew Ehret, qui est un journaliste d'enquête montréalais, anglophone. Il a écrit une série qui s'appelle The Clash of the Two Americas, et dans le volume 4 de sa série, il parle justement des origines anglo-vénitiennes de l'État profond contemporain, donc de leurs origines qui remonteraient à Venise. Donc voilà pour la recommandation de lecture. Par rapport aux Vénitiens, Machiavel a écrit Le Prince, comme vous le savez, son livre Le Prince, en observant les méthodes vénitiennes. Donc ce fut son inspiration. C'est quoi les méthodes vénitiennes? C'est le diviser pour régner, l'espionnage, les assassinats politiques, le contrôle par la dette, les opérations sous faux drapeau et le chantage. Tout ce qu'on attribue à l'État profond aujourd'hui, ces méthodes systématisées, institutionnalisées et perfectionnées par les Vénitiens seront exportées vers l'Angleterre et elles sont toujours utilisées
aujourd'hui. Donc, l'infiltration de l'Angleterre commence à la cour d'Henri VIII. Son épouse Catherine d'Aragon est une princesse espagnole catholique fervente. Henri veut la répudier pour épouser Anne Boleyn. Le pape refuse le divorce et c'est là que les Vénitiens entrent en jeu. Selon le journaliste d'enquête Matthew Herret, des conseillers vénitiens jouent un rôle clé dans ce divorce. Francesco Zorzi conseille depuis Venise sur les arguments théologiques. Il avait été influencé lui-même par Pic de la Mirandole, l'inventeur du kabbalisme chrétien au XVe siècle. Profondément inséré dans les réseaux juifs de Venise, il parle hébreu, étudie avec des rabbins et parraine des convertis. C'est d'ailleurs lui, Zorzi, qui convertit au christianisme un ancien rabbin vénitien, Marco Raffaele, dont il devient le parrain. C'est aussi lui qui le recommande à Henri VIII. Raffaele arrive donc à la cour en 1531. Mais l'architecte principal de la rupture avec Rome, c'est Thomas Cromwell. Un Anglais, certes, mais formé comptable à Florence et ayant travaillé pour des banquiers vénitiens. C'est lui qui va convaincre Henri de créer l'Église anglicane et de confisquer toutes les terres de l'Église catholique, une fortune qui passe aux mains de la couronne. En 1534 voit donc la naissance de l'anglicanisme. Henri VIII rompt avec Rome. Ici, on voit Thomas More, philosophe humaniste, Lord chancelier d'Angleterre. Il refuse de cautionner le divorce et la rupture. En 1535, il est exécuté. C'est le moment de bascule. Le dernier défenseur de l'éthique chrétienne contre la raison d'État est éliminé. Donc, de 1536 à 1541 commence le pillage des monastères anglais. L'illustration vous montre une scène de pillage de ces monastères. Plus de 800 monastères dissous, des terres qui représentent environ un quart de la richesse foncière de l'Angleterre. Et qui en profite? La nouvelle oligarchie anglo-vénitienne. Un transfert massif de richesses a lieu vers ceux qui ont orchestré la rupture. John Dee, en 1577, est un conseiller de la reine Élisabeth I. Il est mathématicien, astrologue et espion. En 1577, c'est lui qui invente l'expression « British Empire » ou « Empire britannique ». Parallèlement, après la révolte des Pays-Bas contre l'Espagne catholique, Amsterdam devient le nouveau centre financier mondial. Les familles bancaires vénitiennes et les marchands juifs séfarades s'y installent après leur expulsion d'Espagne en 1492. En 1600, c'est la création de la East India Company anglaise calquée sur le modèle vénitien. Une compagnie privée qui obtient le monopole du commerce avec l'Asie. Elle aura sa propre armée, sa propre flotte, le droit de battre monnaie, un État dans l'État. En 1602, c'est la VOC hollandaise qui est créée, première société par action de l'histoire, le modèle de toutes les multinationales, des actionnaires qui investissent, des profits qui se partagent et aucune responsabilité personnelle. En 1609, la Banque d'Amsterdam est créée. Premier modèle de banque centrale moderne, les structures financières de l'Empire prennent forme. L'argent, les méthodes, les réseaux, tout est en place. Il ne reste qu'à prendre le contrôle politique de l'Angleterre. En 1649, l'exécution de Charles Ier a lieu en Angleterre. Ce roi voulait gouverner sans le Parlement, sans les financiers, et la Cité de Londres a donc financé une guerre civile contre lui. Il est décapité. On pense souvent que la monarchie française fut la seule victime de la décapitation, mais non. L'Angleterre, plus d'un siècle avant la France, voit un de ses rois décapité. Le message est clair, le pouvoir financier peut tuer un roi. C'est le triomphe de l'oligarchie presque 150 ans justement avant la Révolution française. Après la décapitation du roi, Olivier Cromwell, de la même famille que Thomas Cromwell, prend le pouvoir en 1653 en tant que lord protecteur ou, si vous voulez, dictateur du Royaume-Uni. Il est nouveau maître de l'Angleterre.
financé par les banquiers d'Amsterdam. Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre pourquoi Cromwell a eu tant de pouvoir. Son oncle avait épousé la veuve de Sir Orazio Pallavicini, un financier génois vénitien très puissant à l'époque. En 1656, le rabbin Ménassé Ben Israël négocie avec Cromwell la réadmission des Juifs en Angleterre. Ceux-ci avaient été expulsés en 1290 durant plus de 350 ans. Cette décision est cruciale. Sans elle, les financiers hollandais ne peuvent pas s'installer à Londres. Le transfert du pouvoir financier d'Amsterdam vers Londres devient possible. Paolo Sarpi était le conseiller stratégique de Venise, un moine, mais surtout un maître de l'espionnage et de la propagande antipapale. Il entretenait une correspondance avec Francis Bacon, philosophe anglais et chancelier d'Angleterre. En 1627, Bacon publie La Nouvelle Atlantide. C'est une utopie qui décrit une société secrète de savants, la maison de Salomon, qui contrôle le savoir et l'utilise comme instrument de pouvoir. En 1660, cette vision se concrétise lorsque la Société royale de Londres est fondée. C'est l'académie scientifique officielle de l'Angleterre, mais aussi un réseau d'influence. La science devient un outil de l'Empire. Après la mort de Cromwell, la monarchie est restaurée, puisqu'il y avait un peu de problèmes, le fils de Cromwell étant un mauvais dirigeant. Mais en 1685, Jacques II monte sur le trône et il est catholique. Les financiers protestants ne l'acceptent pas. Ils font appel à Guillaume III d'Orange, stadhouder de Hollande, marié à la fille de Jacques II. En 1688, Guillaume III d'Orange débarque en Angleterre avec une armée. Jacques II s'enfuit sans combattre. C'est la glorieuse révolution, un coup d'État déguisé en changement dynastique. Et qui finance cette invasion? Francisco López Suazo, un banquier juif séfarade d'Amsterdam, connu sous le nom d'Abraham Israël Suazo, dans la communauté séfarade. Il prête 2 millions de florins à Guillaume, sans aucune garantie. Guillaume amène donc avec lui les financiers hollandais et leurs méthodes, qui sont elles-mêmes d'origine vénitienne. C'est le moment pivot. C'est le moment pivot car la couronne et la cité deviennent partenaires. Et ce qu'on voit encore aujourd'hui, la cité et la monarchie anglaise sont toujours partenaires. Vient ensuite la création de la Banque d'Angleterre, tout de suite après, en 1694. L'Angleterre s'endette pour toujours envers la cité, l'Empire invisible est né, le système de la dette perpétuelle. Pour la première fois, un État accepte de s'endetter de façon permanente envers des banquiers privés. En 1717, c'est la création de la Grande Loge de Londres, le premier réseau international d'élite coordonné par serment et secret. Antonio Conti, patricien vénitien, ami intime de Newton, y est pour quelque chose. Donc en 1718, lui s'installe à Paris pour 8 ans. Il anime les salons où se forment 2 jeunes penseurs français. Il y rencontre notamment Voltaire et Montesquieu. En 1722, Voltaire fréquente le château de Lord Bolingbroke, aristocrate anglais, exilé en France. Et en 1726, Voltaire part en Angleterre pour 3 ans. À son retour, il rédige ses lettres philosophiques publiées en 1734. Condamné au feu en France parce qu'il louait le système anglais et dénigrait le système français. Il devient le principal promoteur du modèle anglais en France. En 1728, Daniel Defoe s'est exprimé. Oui, c'est lui l'auteur de Robinson Crusoe et il écrit « L'Angleterre doit être l'entrepôt du monde ». Autrement dit, l'Angleterre doit être la plus grande puissance commerciale au monde. Au même moment, Montesquieu est introduit en Angleterre par Lord Waldegrave, futur ambassadeur britannique en France.
En 1730, Montesquieu est initié franc-maçon à Londres et élu fellow de la Royal Society. Donc les agents se préparent, on prépare les agents pour la période des Lumières en France, si vous l'avez sûrement compris. Donc les Lumières françaises porteront l'empreinte de cette formation anglo-vénitienne. Une tradition philosophique française existait, Montaigne, Descartes, Pascal, mais Voltaire et Montesquieu l'ont réorienté vers le modèle anglais. En 1748, Montesquieu publie De l'esprit des lois, qui influencera les constitutions américaines et françaises. Le modèle anglais s'exporte. William Pitt, en 1760, Premier ministre britannique, s'exprime. L'Angleterre doit régner sur les océans et les marchés du monde. On a ici une carte de l'Amérique du Nord, de l'Angleterre, on voit la France. On va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé lors de la période de colonisation de l'Amérique du Nord. Donc, sachant qu'en 1963 fut la première domination mondiale de l'Angleterre. Donc, on a en 1534, bien sûr, Jacques Cartier pour la France qui arrive au Québec, n'est-ce pas, en Amérique. Et les Français vont occuper pendant plusieurs décennies le territoire, une grande partie du territoire nord-américain. En 1607, à Jamestown, pour les Anglais, donc les premiers colons anglais se regroupent là sur la côte est américaine. En 1759, c'est la guerre entre l'Angleterre et la France. Donc les troupes anglaises au sol et des bateaux anglais viennent pour combattre la France en Amérique du Nord. En 1763, donc en 59, c'est la victoire des Anglais et le traité de Paris confirme que tout passe sous contrôle britannique. Voilà. Donc le territoire, tout le continent passe sous les mains britanniques. Et Voltaire, dans tout ça, Voltaire écrit dans Candide que le Canada n'est que quelques arpents de neige. Il prépare donc l'opinion française à accepter la perte territoriale de la Nouvelle-France. Et en 1776, c'est une défaite terrible militaire pour l'Empire britannique. Il perd les territoires du sud du continent puisqu'il y a la Révolution américaine. En 1783, Londres reconnaît l'indépendance américaine, mais l'élite impériale ne renoncera jamais à reconquérir les États-Unis. Elle change donc de stratégie. Si on ne peut vaincre par les armes, on contrôle par l'argent. Et cette infiltration financière commencera immédiatement. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, tout de suite. Donc pendant ce temps, l'Empire visible continue son expansion. Consolidation de l'Inde jusqu'en 1857, colonisation de l'Australie en 1788 et de la Nouvelle-Zélande en 1840. Aux États-Unis, la cité tente d'imposer son modèle. En 1791, la première banque centrale américaine, calquée sur la Banque d'Angleterre, est créée. Elle expire en 1811. Après Trafalgar, en 1805, la Royal Navy domine tous les océans. Aucune puissance ne peut rivaliser pendant 100 ans avec l'Empire britannique. Entre 1807 et 1833, les plantations sucrières ne sont plus rentables. L'Empire abolit la traite de l'esclavage. Les propriétaires d'esclaves reçoivent 20 millions de livres sterling d'indemnité et les esclaves, rien du tout. La raison pour laquelle l'esclavage a été aboli, a priori, semble être pour des raisons économiques, puisque l'esclavage n'était plus rentable par rapport au fait de payer des ouvriers. Donc, ça n'était pas, malheureusement pas tout à fait parce qu'ils étaient magnanimes et avaient de bonnes intentions, malheureusement, bien qu'il y avait des pressions de groupes chrétiens pour que cette abolition ait lieu dans plusieurs pays. En 1816, c'est la seconde tentative d'imposer une banque centrale aux États-Unis. Le président Andrew Jackson l'a détruit, déclarant la guerre aux banquiers.
Et pendant ce temps, aux États-Unis, en 1837, Auguste Belmont arrive en Amérique. C'est un agent des Rothschild de Londres. Il devient conseiller financier auprès du président américain, le premier d'une longue lignée. L'infiltration financière britannique a officiellement commencé puisqu'ils n'ont pas réussi à encore créer leur fameuse banque centrale, les présidents successifs ayant mis fin à ce projet. Donc, pendant ce temps en Asie, l'Empire montre son vrai visage. La Grande-Bretagne force la Chine à accepter le commerce de drogue. L'opium est cultivé en Inde britannique, vendu en Chine. Hong Kong est pris en 1842. De 1861 à 65, c'est la guerre civile américaine. Ce que l'histoire officielle ne dit pas, c'est que les banquiers britanniques finançaient les deux côtés, le nord et le sud. L'objectif, affaiblir la jeune république, la diviser, l'endetter, c'est la stratégie vénitienne classique, diviser pour régner. En 1862, Lincoln crée les greenbacks. C'est une monnaie émise par le gouvernement, sans intérêt, sans les banquiers. Et le but est de financer la guerre sans s'endetter auprès d'eux. On attribue au London Times cette réaction, ce gouvernement doit être détruit ou il détruira toutes les monarchies du globe. Lincoln est donc assassiné. Donc la conspiration est planifiée. Il faut savoir que Lincoln est assassiné en 1865. La conspiration est planifiée à Montréal, au quartier général du service secret confédéré, financé par les Britanniques. Je vous invite d'ailleurs à lire l'œuvre de Matthew Ehret, toujours sur ce sujet, où il documente bien ces événements. En 1866, tout juste un an après l'assassinat de Lincoln, les greenbacks sont retirés de la circulation et c'est un retour au système bancaire privé. En 1871, la loi organique du district de Columbia est votée. L'histoire officielle dit que c'est une simple réorganisation municipale, mais selon des sources au sein même du département de la Défense américain, cette loi, adoptée par le président Ulyss Grant, transforme les États-Unis en corporation. Après la guerre civile, le pays est dévasté. Le Congrès emprunte aux Rothschild. L'acte de 1871 est le prix à payer. Et Lincoln n'est pas le seul à avoir été assassiné au 19e siècle, bien que l'histoire ait surtout retenu son nom. En 1881, un autre président est assassiné, c'est James Garfield, peu après avoir déclaré « Celui qui contrôle le volume de la monnaie dans notre pays est le maître absolu de toute l'industrie et du commerce. » En 1901, un autre président américain est assassiné, c'est William McKinley en 1901. Il avait fait passer le Gold Standard Act pour limiter le pouvoir des banquiers. Son assassinat ouvre la voie à Theodore Roosevelt et 12 ans plus tard à la création de la Federal Reserve. En 1913, est créée la Federal Reserve qu'on connaît aujourd'hui. Suite aux événements du Titanic de 1912, vous pourrez vous intéresser à ce sujet, c'est intéressant. Une banque centrale privée, donc contrairement à ce que peut laisser croire le nom de la banque, qui semble être fédérale. Donc ça a été créé par des banquiers liés aux maisons Rothschild, Warburg et Morgan. Elle donne à la Cité de Londres le contrôle indirect de la politique monétaire américaine. La troisième tentative fut donc la bonne pour l'Empire. En 1963, Kennedy signera un décret permettant d'émettre de la monnaie sans passer par la Federal Reserve. Il sera, comme vous le savez tous, assassiné quelques mois plus tard. Donc, 4 présidents, un même pattern. Tous ont défié le système bancaire privé. Tous ont été assassinés. Donc, après la guerre d'indépendance américaine, les Anglais ont compris que la conquête militaire devait être remplacée par d'autres types de guerres, comme les guerres de 5e génération. Une guerre de 5e génération implique de l'infiltration, de la subversion, pas de champ de bataille. On gagne sans que l'ennemi sache qu'il est en guerre. Médias, finances, institutions, culture. Ainsi, sur la carte que vous voyez présentement, on a le continent nord-américain, on a la France,
on a l'Angleterre et on a le Vatican. Donc en 1789, la Révolution française a lieu. Les loges maçonniques britanniques y jouent un rôle documenté. En 1848, le Vatican est à son tour ciblé, toujours par les loges maçonniques britanniques. Nous y reviendrons dans les deux cas dans la partie 3. Nous allons développer ces infiltrations et ces déstabilisations. En 1867, l'Angleterre donne leur indépendance aux Canadiens. La Confédération canadienne, c'est quoi exactement? Parce que ça peut sembler a priori à contre-intuitif de penser que l'Angleterre est un empire, qu'elle veuille répandre son influence et qu'elle donne son indépendance à un pays, à un peuple. Donc, voyons c'est quoi la Confédération canadienne. Le Canada gère ses affaires internes, les routes, les ponts, les écoles, les taxes locales, mais Londres garde ce qui compte, la politique étrangère, les déclarations de guerre, le commerce international, les amendements constitutionnels et surtout la nomination du gouverneur général et la cour d'appel finale à Londres. Donc c'est une indépendance qui est donnée de façade. Les objectifs de l'Empire, c'est réduire les coûts et maintenir des colonies qui coûtent très cher. L'objectif était aussi de prévenir une seconde révolution américaine ou canadienne, donner l'illusion d'indépendance au Canada comme aux États-Unis. Parce qu'avec l'acte de 1871 aux États-Unis, même logique, méthode différente. Après la guerre civile de 1861-65, les États-Unis sont financièrement dévastés. Le Congrès négocie un prêt avec les banquiers internationaux, Rothschild de Londres, et ces banquiers exigent des stipulations sérieuses comme garantie avant de prêter. C'est donc la création de l'acte de 1871. Ce qui fait que les banquiers britanniques obtiennent donc le contrôle de la structure, la dette nationale, le cadre légal, la corporation. Même empire, même période, même stratégie, soumettre toute l'Amérique du Nord au même système de contrôle. Et cette information ne vient pas de n'importe où, c'est Jan Halper Hayes, qui était membre du département de défense Task Force. Elle faisait partie de l'équipe de transition de Trump. Elle a été endossée publiquement par Trump lui-même. Donc, c'est de elle que vient la source par rapport à l'acte de 1871. Ça n'est donc pas une théorie du complot, c'est de l'histoire documentée. Cette corporation unissait la Cité de Londres à Washington et au Vatican. 4 ans d'écart seulement, ce n'est pas un hasard. C'est la même opération des deux côtés de la frontière, donc au Canada et aux États-Unis. Au nord, on accorde une autonomie de façade et au sud, on prend le contrôle de la structure financière et légale. En 1867, donc, la Confédération canadienne et la loi organique du district de Columbia, le résultat, c'est quoi? Toute l'Amérique du Nord passe sous contrôle britannique, sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Les banquiers britanniques obtiennent le contrôle de la structure de la corporation. L'Angleterre a donc réussi en un siècle à installer ce qu'on appelle une 5e colonne en France, au Vatican, au Canada, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays du monde. Donc c'est pour cela que j'ai ajouté un petit drapeau britannique dans chacun des pays qu'on voit ici. Donc c'est la 5e colonne. Ceci met fin au segment 2A. Dans le segment précédent, on a vu que vers 1870, l'élite britannique fait un constat. Le commerce et la marine ne suffisent plus. Il faut une nouvelle stratégie. Cette stratégie, 2 hommes vont la mettre en œuvre, Cecil Rhodes et Lord Alfred Milner. Mais d'abord, il faut comprendre qui les a formés. Avant Rhodes et Milner, il y a les idéologues, les hommes qui ont pensé l'Empire. Le premier, John Ruskin, critique d'art, écrivain et poète, c'est le sage de l'ère victorienne, reconnu mondialement. En 1870, à Oxford, il prononce un discours fondateur. L'Angleterre doit fonder des colonies. Elle doit saisir chaque morceau de terre fertile et enseigner à ses colons que leur premier objectif est de faire avancer la puissance de l'Angleterre sur terre comme sur mer.
Ce discours marque une génération entière d'étudiants, dont un certain Cecil Rhodes. Et pour vous donner l'importance de John Ruskin à l'époque victorienne, il a été très malade à un certain moment et la reine elle-même a demandé à la nation de prier pour que se rétablisse John Ruskin. Donc le deuxième idéologue de l'Empire, c'est Benjamin Jowett. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais Jowett selon ce qu'il semble. Donc, professeur à Oxford, maître du Balliol College, et sa mission, c'était quoi? Former des administrateurs. Pas des penseurs, des administrateurs. Pas des poètes, voilà, vraiment des administrateurs, des hommes capables de gérer un empire mondial. Le troisième homme important ici, c'est Arnold Toynbee. C'est un historien de l'économie qui a été lui-même marqué par le discours de Ruskin et il est devenu professeur à Oxford. Sa cause, la réforme sociale pour les classes ouvrières. Pas pour libérer ces classes sociales, mais pour les contrôler. Toynbee meurt jeune, en 1883, il n'a que 30 ans, mais ses idées survivent. Ruskin donne la vision, Jowett forme les hommes et Toynbee fournit la méthode. La réforme sociale comme outil de contrôle, ces trois-là créent le moule. Et leurs meilleurs élèves, Rhodes et Milner. Donc en 1871, le jeune Cecil Rhodes entend le discours de Ruskin et il le met dans sa poche. Il arrive à la mine de Kimberley en Afrique du Sud, il n'a que 18 ans. Sa tante Sophia lui a prêté 3000 livres. Il les investit dans les mines de diamants. 6 ans plus tard, en 1877, il a 23 ans et il déclare à ses compagnons « L'objet auquel j'ai l'intention de consacrer ma vie, c'est la défense et l'extension de l'Empire britannique. » La même année, en 1877, il rédige son premier testament et il est initié à la franc-maçonnerie, à Oxford, à la Apollo University Lodge. Dans les années 1880, il devient millionnaire, mais ses rêves d'empire dépassent largement ses moyens. Il a besoin d'alliés et de financement. Ici, vous voyez un extrait du testament de Cecil Rhodes, qu'il a écrit, comme je vous dis, très très jeune, dès l'âge de 23 ans. Écoutez bien ce qu'il écrit pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Pour l'établissement, la promotion et le développement d'une société secrète dont le véritable but sera l'extension de la domination britannique à travers le monde. Rien de moins. Il parle de coloniser l'Afrique entière, la Sainte Terre, la Terre Sainte, la vallée de l'Euphrate, l'Amérique du Sud, le Pacifique, la Chine, le Japon. Gardez bien en tête cette volonté de fonder une société secrète. Et regardez à la fin, il mentionne « et le rétablissement définitif des États-Unis d'Amérique comme partie intégrante de l'Empire britannique ». C'est vous dire qu'ils n'ont pas avalé la pilule lorsque la Révolution américaine a eu lieu. Et il n'a que 23 ans, il rêve déjà de reconquérir les États-Unis, de dominer le monde entier. En 1887, la reine Victoria est la souveraine de l'Empire britannique. Donc, juste quelques années, on saute de quelques années seulement. Elle est la reine depuis 1837, donc 63 ans de règne. Vous avez aussi Lord Nathan Rothschild, baron de la branche anglaise de la plus puissante dynastie bancaire d'Europe. Donc, elle est la puissance monarchiste et lui est la puissance financière. Rappelez-vous, Guillaume d'Orange III et l'union de la Cité de Londres avec la monarchie anglaise. Donc, on a toujours une espèce de couple de personnes très puissantes en Angleterre, la partie financière et la partie représentative de la couronne, qui est aussi très riche, bien sûr. Donc, en 1887, cette personne très riche s'appelle Lord Nathan Rothschild. Il est baron de la branche anglaise, la plus puissante dynastie bancaire d'Europe. En 87, 10 ans après son testament,
Cecil Rhodes, qu'on voit ici déjà un peu plus âgé sur la photo, a besoin d'argent. Les maisons bancaires Rothschild françaises et anglaises lui prêtent de l'argent et investissent dans les mines de Beers. Ils deviennent les plus gros actionnaires. Résultat, Rhodes obtient le monopole mondial de l'industrie du diamant car il est capable d'acheter ceux qui sont contre lui, c'est-à-dire la compétition. En 1889, la reine Victoria approuve une charte royale. Elle crée la British South Africa Company avec des pouvoirs quasi souverains, sous Cecil Rhodes. En 1890, Rhodes devient premier ministre de la colonie du Cap, en Afrique du Sud. Il introduit les premières lois ségrégationnistes. Et en 1895, il fonde la Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe et la Zambie. Donc Rhodésie vient bien sûr de son nom personnel. Et on sait qu'il y a eu là-bas de nombreux massacres, bien sûr. Donc le triangle est en place, le pouvoir financier, Rothschild, le pouvoir colonial, Rhodes, et le pouvoir royal, Victoria. La finance, le territoire, la légitimité, les trois piliers de l'empire moderne. Maintenant, le deuxième architecte, Lord Alfred Milner. Donc, de 1872 à 1877, il étudie à Oxford. Il est boursier, brillant, élu fellow. Il est lui aussi marqué par le discours de Ruskin. Il est formé par Benjamin Jowett, l'idéologue, celui qui forme les administrateurs. Et de 73 à 75, il devient ami d'Arnold Toynbee à Balliol. Le futur idéologue de l'Empire, ensemble, ils forment le groupe Toynbee. De 1880 à 82, il donne des conférences à Whitechapel sur l'État et le socialisme. Et en 1881, il devient assistant rédacteur au Pall Mall Gazette, dont vous allez entendre parler un peu plus loin. Ce journal est un hub pour l'élite impériale. C'est là que les carrières se font. C'est là que les idées se propagent. Milner n'est pas un aventurier comme Rhodes, c'est un administrateur, un stratège. Quand Rhodes meurt en 1902, Milner deviendra le vrai chef de la Société des élus. Son parcours, après 1889, sous-secrétaire aux finances en Égypte, haut commissionnaire en Afrique du Sud, il provoque la guerre des Boers, puis secrétaire d'État à la guerre et secrétaire d'État aux colonies. Il est au cœur de l'Empire. Voici un autre extrait d'une lettre que Milner a écrite lui-même à Leo Emery ou à J.S. Sanders, selon les sources. Voilà ce Milner écrit sur le Canada. Et j'ai obtenu cette information d'une conférence de Matthew Ehret. Donc, il écrit en 1909, il identifie 3 possibilités pour le Canada. Une union plus étroite avec l'Empire, une union avec les États-Unis, ou une troisième possibilité, l'indépendance du Canada. Et il dit, le deuxième risque constitue le véritable danger. Je ne pense pas que les Canadiens en soient conscients. Et par la suite, il dit, écoutez bien, ils font preuve d'une immaturité remarquable, en parlant des Canadiens, dans leur réflexion politique sur les grands enjeux. Et en anglais, il dit « wonderfully immature », merveilleusement immature, mais il ajoute « je ne vois guère de danger dans le nationalisme canadien ». Ce sentiment pousse les Canadiens à accepter avec enthousiasme l'unité impériale. Comprenez-vous donc la stratégie? Laissez les Canadiens croire qu'ils sont indépendants, utiliser leur fierté nationale pour les garder dans l'Empire. L'illusion d'indépendance, c'est plus efficace que la force et ça coûte moins cher. Donc, on peut voir que le Canada soit partie intégrante de l'Empire britannique de façon ouverte ou qu'il soit dans une indépendance de façade, ça n'a aucune importance pour eux. Ils savent qu'ils pourront mettre les leviers en place pour garder un contrôle sur le Canada. Par contre, ce qui les effraie réellement, c'est une union potentielle avec les États-Unis. Hein, on nous a longtemps laissé croire, on a fait croire, moi j'ai lu le livre de David Orchard ici, qui s'appelle « Hors des griffes de l'aigle », que le danger c'était les États-Unis, et je ne dis pas que les États-Unis ne sont pas un danger en soi, ça dépend toujours qui est à la tête du pays, bien sûr, mais lorsqu'on nous met en
en garde, comme le fait Archer dans ce livre. Il néglige de mentionner que ce sont des intérêts britanniques qui sont derrière ce genre de publication, parce que les Anglais, eux, ont tout aussi peur que le Canada tombe sous juridiction américaine, puisque pour eux, ce serait une brèche énorme dans leur empire. Donc moi, j'avais lu ce livre et maintenant, de lire Matthew Ehret, ça m'a donné l'autre pendant et l'autre côté, l'autre versant de la médaille par rapport à cela. Voilà, donc voici pour la lettre de Milner. Et c'est tout pour le segment 2B. On va passer au segment 2C plus tard avec les Fabiens. On continue avec le segment 2C, les Fabiens. On a vu Rod Milner, le financement et la stratégie impériale. Maintenant, on va découvrir un des bras armés de cet empire, celui qui contrôle les esprits, car l'argent ne suffit pas, il faut aussi façonner les idées. Le 4 janvier 1884, à Londres, une poignée d'intellectuels fondent la Société fabienne. C'est un outil d'ingénierie sociale au service de l'Empire, voici leur définition. C'est un mouvement socialiste élitiste visant l'instauration graduelle d'un gouvernement mondial technocratique, non par la révolution, mais par l'infiltration des institutions. Retenez ces mots, élitisme, graduel, infiltration. Regardez leur blason, c'est leur vrai blason. Il s'agit, c'est tout à fait original, c'est un loup déguisé en mouton. Il ne s'en cache même pas. L'infiltration sous un déguisement inoffensif, c'est leur signature. Ce blason sera utilisé jusqu'en 2015 et à cause de l'éveil des populations, ils ont choisi maintenant un logo beaucoup plus neutre et beaucoup plus politiquement correct. Mais dès 1884 jusqu'à 2015, c'est le blason qu'ils ont utilisé. Pourquoi le nom Fabien? Ça vient de Fabius Maximus, un général romain pendant la Deuxième Guerre punique de 218 à 201 avant Jésus-Christ. Hannibal et ses armées de Carthage écrasaient les Romains en bataille rangée. Fabius adopte une stratégie révolutionnaire à cette époque. Il refuse l'affrontement direct. Sa méthode, c'est une guerre d'usure. Le harcèlement des escarmouches, destruction des lignes de ravitaillement, attente patiente. Cette tactique permit à Rome de survivre jusqu'à ce qu'elle puisse finalement vaincre Carthage. On l'appelle la stratégie fabienne. Et c'est exactement leur méthode. Leur devise originale, le moment propice, il faut l'attendre, comme Fabius le fit très patiemment dans sa guerre contre Hannibal. Ce ne sont pas des révolutionnaires de barricade, contrairement aux bolchevistes. Ce sont des stratèges patients. Conquérir non pas par la force, mais par la patience de l'intérieur. Une loi à la fois, une institution à la fois, une génération à la fois. Le mot qu'ils utilisent, perméation. Le socialisme par perméation, lentement mais sûrement. Voyons maintenant qui sont ces stratèges patients. Tout commence à l'été 1883. Thomas Davidson fonde les Compagnons de la Nouvelle Vie, un groupe utopiste. 6 mois plus tard, une scission arrive. En janvier 1884, les dissidents fondent la Société fabienne. Les 9 fondateurs sont Edward Peace, Hubert Bland, Edith Nesbit, Frank Podmore, William Clark, Frederick Cadell, Percival Chubb, H. Champion, Rosamond Dale Owen. Voyons les plus importants. Edward Peace, né en 1857, ils étaient tous assez jeunes, faut dire, lorsqu'ils ont fondé la Société fabienne. C'était des gens dans la vingtaine ou dans la jeune trentaine. Donc, c'est un fils de Quakers, éduqué à domicile dans une famille prospère. Il quitte sa carrière de courtier en bourse après un héritage de 3000 livres pour se consacrer au socialisme. Il s'installe à Newcastle et tente de convertir les ouvriers au socialisme. Échec total, les travailleurs ne s'intéressent pas aux théories de ce bourgeois. La Société fabienne, si vous voulez, c'est un peu la naissance des gauches caviar. L'origine ultime vient de la Société fabienne. Donc, désabusé par l'indifférence des ouvriers, Pease revient à Londres
Il devient secrétaire de la Société de 1890 à 1913. C'est un bureaucrate dévoué et il écrira des History of the Fabian Society en 1916, la version officielle de l'histoire, et il avouera plus tard: j'ai laissé Webb dominer la société parce que Webb avait toujours raison. Et on va voir c'est qui Webb dans quelques minutes. Donc, il y a aussi Hubert Bland, qu'on voit en photo, préside la première réunion de la société et devient trésorier. Né dans une famille aisée, il épouse Edith Nesbitt, qui était aussi membre de la Société fabienne, mais il a plusieurs maîtresses. Ses enfants illégitimes seront élevés par Edith, comme les siens, un ménage ouvert avant l'heure. Co-éditeur du journal Fabien, Today, avec sa femme, il contribue au Fabian Essay de 1889. Edith Nesbitt, elle, l'auteur des livres pour enfants de Railway Children et Five Children and It, cofondatrice de la Société fabienne, elle nomme son troisième enfant Fabian en l'honneur de la Société. Elle écrit des romans socialistes sous le pseudonyme Fabian Bland. L'auteur qui enchante vos enfants était une propagandiste fabienne. Frank Podmore, c'est lui qui propose le nom Fabian. Il est fasciné par le spiritisme et les phénomènes paranormaux. Il écrira plusieurs livres sur les fantômes et la télépathie. Sa maison au 14 Dean's Yard, Westminster, devient le siège officiel de la société. L'occultisme et le socialisme marchent main dans la main dès le début. Rosamond Dale Owen, petite-fille de Robert Owen, le père du socialisme utopique britannique, Robert Owen avait fondé la communauté socialiste du New Harmony aux États-Unis. Le socialisme se transmet de génération en génération comme une religion familiale. Elle épousera plus tard Lawrence Oliphant, un diplomate et mystique. Friedrich Engel les appelait une clique de socialistes bourgeois. W.L. Phillips, un peintre en bâtiment, était le seul véritable ouvrier parmi eux. Ce sont des intellectuels de la haute société, bien éduqués, bien connectés, qui prétendent parler au nom des masses. Mais ils ne veulent pas de révolution avec le peuple, ils veulent une transformation pour le peuple sans lui. 9 mois après la fondation, George Bernard Shaw devient l'un des membres les plus actifs et il devient recruteur. En mai 1885, le fameux Bernard Shaw, George, dès mai 1885, il invite 2 jeunes fonctionnaires du Colonial Office, Sidney Webb et Sidney Olivier. La société attire aussi Annie Besant, Graham Wallace, H.G. Wells, Emmeline Pankhurst, Bertrand Russell et plusieurs autres. Voyons ces figures clés. George Bernard Shaw est un dramaturge irlandais, prix Nobel de littérature en 1925. Il édite les Fabian Essays en 1889, le livre fondateur qui vend 46 000 exemplaires. C'est lui qui conçoit le vitrail fabien en 1910, qu'on verra par la suite, avec son loup déguisé en mouton. Shaw admire ouvertement Staline et Mussolini, il applaudit les grandes purges soviétiques, il voyait les pauvres comme inutiles et dangereux, et espérait qu'ils seraient abolis. Sa déclaration célèbre « La démocratie est incompatible avec le socialisme ». Il défend l'eugénisme et la stérilisation des inaptes. Le masque du dramaturge brillant cache un élitiste méprisant. La même année qu'il adhère à la Société fabienne, Bernard Shaw commence à travailler au Pall Mall Magazine, Pall Mall Gazette, recruté par le critique William Archer. Comme on en a parlé un peu précédemment, c'est le journal où travaillent les impérialistes Alfred Milner, souvenez-vous, et William Stead, le rédacteur en chef. C'est ici qu'on peut établir le premier lien entre Fabien et impérialiste. Le Pall Mall Gazette, semble-t-il, fonctionne comme un hub de passage obligé pour l'élite impériale. John Morley était rédacteur en chef avant Stead, puis il est élu au Parlement en 1883, puis secrétaire en chef pour l'Irlande, puis secrétaire d'État à l'Inde. Le journal fabrique les carrières politiques. Sidney Webb est recruté par Shaw en 1885. Il a 26 ans, il est fonctionnaire au Colonial Office. À son tour, il recrute Graham Wallace. En 86, Wallace en 86. En 91, Beatrice Potter rejoint la société. Elle devient l'épouse de Sidney Webb l'année suivante. Elle est une riche héritière, elle finance ses activités.
Le couple est au cœur de la société pendant plus de 50 ans. Ensemble, ils écrivent des dizaines de livres et façonnent la politique britannique. Ils créent le magazine New Statement en 1913, qui existe encore aujourd'hui. En 1935, ils publient Soviet Communism, A New Civilization, une éloge de Staline en pleine terreur. Sidney Olivier, fonctionnaire au Colonial Office et recruté par Shaw en 1885, un des Big Four, comme on appelle, c'est un des Big Four fabiens avec Shaw, Webb et Graham Wallas. Il écrit The Moral Basis of Socialism dans les Fabian Essais de 1889. Gouverneur de la Jamaïque de 1907 à 1913, le fabianisme infiltre l'Empire britannique. En 1924, il devient secrétaire d'État pour l'Inde sous le gouvernement travailliste. Fait intéressant, son neveu est l'acteur Laurence Olivier. C'est l'un des seuls fabiens à s'opposer à la guerre des Boers. La plupart soutiennent l'impérialisme britannique. Les fabiens ne sont pas anti-impérialistes, ils veulent réformer l'Empire, pas l'abolir. Annie Besant, militante féministe et réformatrice sociale, elle organise la célèbre grève des allumettières de 1888, les Fabiens et l'Action syndicale. Elle contribue au Fabian Essay, mais plus tard, elle se tourne vers l'occultisme. Elle devient présidente de la Société théosophique, on y reviendra dans la partie 3, et présidente du Congrès national indien. H.G. Wells, lui, est l'auteur de La guerre des mondes et La machine à explorer le temps, sera membre de la Société de 1903 à 1908. Il la quitte car elle est trop exclusive et bourgeoise. En 1928, il publie The Open Conspiracy, un manuel pour instaurer un gouvernement mondial. Il écrit « Les vieilles religions doivent céder la place à la nouvelle religion du collectivisme ». Wells déclare dans The Open Conspiracy « Ceci est ma religion. Voici mes objectifs directeurs. L'État doit être la nouvelle religion et prendre en charge toute l'activité humaine. » Il collabore avec Julian Huxley, on parlera plus tard de la famille Huxley, sur The Science of Life en 1931. Wells, comme Shaw, croit que les élites éclairées doivent gouverner les masses ignorantes. Emmeline Pankhurst, elle, la célèbre suffragette, fondatrice du mouvement pour le vote des femmes, devient membre en 1886. Elle quitte en 1900 après le refus de la société de s'opposer à la guerre des Boers. Le féminisme et le fabianisme partagent les mêmes racines intellectuelles. Béatrice Webb est aussi une féministe de première heure. Les Fabiens incluent de nombreuses femmes influentes. Un autre Fabien, Bertrand Russell, qui n'est pas à l'écran, a démissionné après avoir exprimé sa conviction que la politique d'entente soutenue par la société, les alliances militaires contre l'Allemagne mèneraient à la guerre. Il s'opposait également au soutien de la société à l'impérialisme britannique. Un autre, Ramsay MacDonald, futur premier ministre travailliste du Royaume-Uni, en 1924 et 1929, « Les Fabiens ne restent pas dans les salons, ils prennent le pouvoir », a-t-il dit. En 1945, 220 des députés travaillistes élus sont membres de la Société fabienne. L'infiltration a réussi, ils contrôlent le Parti travailliste. En 1902, la convergence devient formelle. Sidney et Béatrice Webb fondent le Coefficient Club. Un dîner mensuel. Donc, l'objectif est de réunir les Fabiens et les impérialistes autour d'une idée commune, l'efficacité nationale. Alfred Milner y participe. Les Webb et Milner partagent la même foi, la gestion experte de la société et de l'Empire, les deux réseaux, socialisme et Fabien, et impérialisme britannique, s'entendent comme larrons en foire. En 1907, une troisième branche se greffe, l'Eugenic Education Society, la Société d'éducation eugénique, fondée sous le patronage de Francis Galton. Pour les Fabiens, l'eugénisme justifie les réformes sociales. Améliorer le stock racial, pour les impérialistes, il légitime la domination coloniale. Plusieurs Fabiens sont simultanément membres de la Société eugénique. Donc, ils sont simultanément membres de la Société eugénique, de la Société fabienne. Donc, les deux, le fabianisme et l'impérialisme de Rhodes, l'eugénisme de Galton, c'est le même réseau,
3 branches, un seul objectif, gouvernement mondial géré par une élite éclairée. Pour comprendre Shaw, Webb, Nesbitt et les autres, il faut revenir au contexte des années 1880. La révolution industrielle a créé des conditions de travail effroyables. Usines insalubres, travail des enfants, misère ouvrière. Ces intellectuels voient la souffrance des masses et veulent y répondre. Mais pourquoi rejettent-ils la réponse chrétienne? En 1859, Darwin publie L'origine des espèces et ébranle la lecture littérale de la Bible. Il faut imaginer ce que ça a été à cette époque de recevoir ces nouvelles publications. Pour la première fois, des figures publiques déclarent ouvertement ne plus croire en Dieu. Les certitudes chrétiennes s'effondrent, de nouvelles religions émergent, le spiritisme, la théosophie, le positivisme. Shaw, Wells, Besant, tous cherchent une nouvelle foi pour remplacer l'ancienne. Le socialisme devient leur religion de remplacement. Avec ses prophètes, ses textes sacrés, sa promesse de salut terrestre. C'est dans ce terreau que naît la société fabienne, un socialisme respectable, scientifique, patient. Mais les chrétiens n'aidaient-ils pas les pauvres? Si énormément. L'Armée du Salut, les YWCA, des milliers d'œuvres de charité, la charité victorienne était immense. Mais pour les socialistes, la charité était condescendante. Elle maintenait le système au lieu de le changer. Le socialiste John Ludlow disait « La charité ne suffit pas, il faut un changement structurel ». L'Église anglicane était perçue comme l'allié des riches et des patrons. L'Église catholique, elle, servait les pauvres, mais elle était encore persécutée en Angleterre. Pour les Fabiens, l'Église fait partie du problème, pas de la solution. S'ils avaient été sincères dans leur intention d'aider les plus pauvres, ils auraient envisagé la voie du catholicisme. Ces intellectuels cherchent une réponse morale à la pauvreté, mais sans la transcendance chrétienne. Le socialisme britannique n'est pas marxiste révolutionnaire, il est éthique, réformiste, britannique. Ses influences, Robert Owen, John Ruskin, John Stuart Mill, pas Karl Marx directement, bien qu'il ait une influence. Et surtout, la démocratie britannique offre le Parlement comme outil de changement. Pas besoin de révolution sanglante, pense-t-il. Karl Marx meurt à Londres en 1883, un an avant la création de la Société fabienne. Les Fabiens partagent les mêmes objectifs que Marx, l'abolition de la propriété privée, la collectivisation des moyens de production et un gouvernement par des experts. Et fait troublant, les mêmes cercles financiers, Rothschild Rockefeller, soutiennent les deux mouvements. Mais la méthode diffère radicalement. Regardez ce triangle. Il est essentiel pour comprendre. Au sommet, le marxisme, c'est la théorie, l'idéologie de base. En bas à gauche, c'est le bolchevisme, l'application par Lénine, la révolution violente, prise de pouvoir immédiate, sans patience, et la dictature du prolétariat. C'est la méthode brutale, renverser le système par la force. Et en bas à droite, le fabianisme, l'adaptation britannique, révolution par infiltration, une loi à la fois, une institution à la fois, patience stratégique, perméation des élites, éducation des masses. Même destination, gouvernement mondial socialiste, mais deux routes différentes. Les Fabiens voient la violence bolchevique comme contre-productive. Elle effraie les populations. Les bolcheviques voient le gradualisme fabien comme un compromis bourgeois. Et pourtant, Sidney et Beatrice Webb écrivent en 1935 « Soviet Communism, a New Civilization », un éloge de Staline. Shaw applaudit les grandes purges. Le masque de la respectabilité cache la même admiration pour le pouvoir absolu. Maintenant, regardons les prophètes de ce mouvement, les penseurs qui ont fourni les fondations intellectuelles aux Fabiens. Pendant des siècles, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, les docteurs de l'Église ont bâti une civilisation fondée sur la dignité de chaque personne devant Dieu. Ces hommes-là ont tout balayé. Et les Fabiens ont bu à leur source. Chacun fournit une pièce du casse-tête. La fin de Dieu, la fin de la morale objective, le contrôle des populations, la divination de l'État.
On voit à l'écran Jeremy Bentham, né en 1748, qui est le père de l'utilitarisme. Sa maxime, le plus grand bonheur du plus grand nombre est la mesure du bien et du mal. Ça semble raisonnable, mais ça justifie tout au nom du bien collectif. Si sacrifier les droits d'une minorité apporte le bonheur à la majorité, c'est moral selon Bentham. D'ailleurs, ces idées ont servi à justifier le libre-échange, la colonisation et le contrôle des prix. C'est Bentham qui a conçu le panoptique, une prison où tous sont surveillés en permanence par une tour centrale. Pourquoi les Fabiens l'adorent? Parce que l'utilitarisme permet de justifier l'ingénierie sociale au nom du bien commun. Aujourd'hui, la gestion COVID, confinement, passeport, surveillance, tout au nom de la sécurité collective, quand l'État décide ce qui est bon pour le plus grand nombre, vos droits individuels disparaissent. Dans le même esprit, vous avez Friedrich Nietzsche, le philosophe du Dieu est mort. Sa phrase célèbre « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué ». Si Dieu est mort, l'homme doit créer ses propres valeurs. Il n'y a plus de bien et de mal objectifs. Le surhomme devient le nouvel idéal, celui qui s'élève au-dessus de la morale du troupeau. Ces idées remontent à Spinoza, le premier à dissoudre Dieu dans la nature. Mais c'est au 19e siècle qu'elles prennent leur forme politique. Nietzsche lui-même appelait Spinoza son précurseur. Pourquoi les Fabiens s'en inspirent? Sans morale divine, l'élite peut redéfinir le bien et le mal. Shaw parle ouvertement du surhomme dans ses pièces. Wells croit en une aristocratie naturelle. Aujourd'hui, le relativisme moral, je suis ce que je décide d'être, c'est du Nietzsche appliqué. Dans la deuxième chaîne des prophètes eugénistes, cette fois-ci, on a Malthus, Darwin et Galton. Thomas Malthus, né en 1766, le pasteur qui a théorisé la surpopulation. Son argument, la population croît plus vite que les ressources alimentaires. Voilà ce qu'il a dit. Et sa conclusion, il y a trop de gens. Pourquoi c'est fondamental pour les Fabiens? Parce que ça justifie le contrôle des populations. Mais si vous allez écouter les conférences de Matthew Ehret, vous allez constater qu'il a analysé les études scientifiques de Malthus et observé qu'il mettait de côté certaines données, certains paramètres volontairement. Par exemple, il n'a jamais considéré que les technologies évolueraient pour pouvoir soutenir un plus grand nombre de personnes, par exemple, notamment. Mais je vous invite à regarder ces conférences si vous voulez avoir plus de détails sur ce sujet. Donc, le discours sur la surpopulation, la promotion du child-free, le sans-enfants, moins d'enfants pour sauver le climat, le Club de Rome, fondé en 68, reprend exactement les thèses malthusiennes. Darwin a lu Malthus et s'en est inspiré pour sa théorie de la sélection naturelle. Et Francis Galton, le père de l'eugénisme, est le cousin de Darwin. Ces trois hommes forment une chaîne directe. Charles Darwin est le naturaliste de l'évolution. Son concept, la survie du plus apte. La lutte pour l'existence est devenue la justification de la conquête coloniale. Si les Britanniques dominent, c'est qu'ils sont naturellement supérieurs. Les peuples colonisés, des races inférieures, à civiliser bien sûr. L'ancienne justification était religieuse. Dieu nous envoie, la nouvelle est scientifique, la nature l'exige. Et ces idées ne se propagent pas par hasard, elles sont financées. Lionel de Rothschild est donateur de la Royal Institution of Great Britain, l'institution qui permit cette science matérialiste au service de l'Empire. C'est Thomas Huxley qui orchestre cette transformation via le Royal Society. On va y revenir avec la famille Huxley. Donc, de la sélection naturelle à la sélection artificielle des humains, il n'y avait qu'un pas. Pourquoi les Fabiens adoptent Darwin? La sélection naturelle peut s'appliquer aux sociétés humaines. Le résultat aujourd'hui, c'est l'émergence du transhumanisme, les technologies d'édition génétique, les implants, l'IA, l'homme augmenté. On a ensuite Francis Galton, né en 1822, le troisième de la chaîne, n'est-ce pas? L'inventeur du mot eugénisme en 1883.
Donc sa déclaration, l'eugénisme doit être introduit dans la conscience nationale comme une nouvelle religion. Si on doit avoir moins de gens, selon Malthus, autant garder les meilleurs. Selon Darwin, Galton fonde l'Eugenic Education Society en 1907. Plusieurs Fabiens en sont membres, dont les Webb, comme on l'a déjà dit. Et pourquoi les Fabiens embrassent l'eugénisme? Parce qu'ils croient que l'élite doit améliorer l'humanité. Shaw défend la stérilisation des inaptes. Webb parle d'amélioration de la qualité de la population. Aujourd'hui, l'eugénisme doux, c'est l'avortement sélectif des trisomiques en Islande. Le MAID au Canada pour les inaptes, dépressifs, les pauvres, les handicapés. L'eugénisme a changé de nom, pas de nature. Et dans les prophètes pour les Fabiens, la troisième chaîne, c'est les prophètes collectivistes. On a donc Hegel, ici, Comte, et on va avoir Marx, donc l'État et le collectivisme. Donc Hegel, né en 1770, est le premier des trois prophètes. C'est le philosophe de l'État absolu. Sa phrase célèbre, c'est « L'État est la marche de Dieu sur terre ». Pour Hegel, l'histoire a un sens et l'État en est l'aboutissement. L'individu n'existe que par et pour l'État. Pourquoi les Fabiens s'en inspirent? L'État devient leur instrument de transformation. L'État-providence qui remplace la famille, l'Église, la communauté, tout passe par l'État. L'éducation étatique, la santé étatique, l'adoption par l'État, les retraites étatiques. Vous dépendez de l'État du berceau à la tombe. Les Fabiens appellent cela le progrès, mais c'est la soumission de l'individu au collectif. Quand l'État remplace Dieu, l'État devient Dieu, avec tous les pouvoirs que cela implique. Auguste Comte, né en 1798, est un Français et c'est le fondateur du positivisme. Sa déclaration célèbre est « L'humanité se substitue définitivement à Dieu ». Il a littéralement créé une religion de l'humanité, avec des temples, des rituels, des saints laïcs. L'humanité abstraite remplace Dieu chrétien comme objet de vénération. Une spiritualité sans transcendance. Pourquoi les Fabiens l'adoptent? Parce qu'il offre une spiritualité pour athées, en quête de sens. Annie Besant passe du fabianisme à la théosophie. Même recherche d'une foi de remplacement. Aujourd'hui, la religion des droits humains, la charte comme dogme sacré, incontestable. Les tribunaux des droits de la personne comme nouvelle inquisition. Qui ose les contester est un hérétique. On a finalement Karl Marx, né en 1818, le prophète de la division. Ces mots, abolition de la famille, la religion est l'opium du peuple, pour Marx, la lutte des classes, c'est le moteur de l'histoire. Oppresseur contre opprimé. La révolution est la rédemption. Le paradis sur terre sans Dieu, les Fabiens veulent la même destination. Et pourquoi les Fabiens partagent sa vision? Parce qu'ils veulent la même destination. Ils rejettent seulement sa méthode violente. Si on associe plutôt le bolchevisme à Marx. Aujourd'hui, le wokisme, la lutte des races, des genres, des identités, des oppresseurs contre opprimés, c'est du néo-marxisme. Les catégories ont changé, race au lieu de classe, mais la structure est identique. Diviser pour régner, la plus vieille stratégie du monde, habillée de nouveaux mots. Il faut savoir que ces hommes se connaissent. Ils se lisaient, ils étaient financés. Galton était le cousin de Darwin, Marx vivait de l'argent d'Engels, un héritier industriel. Les Fabiens fréquentaient l'élite politique et financière de Londres. Les idées qui servent le pouvoir trouvent toujours des mécènes. Des aristocrates, des banquiers, des industriels, leurs idées circulaient dans les réseaux, les salons parisiens, les loges maçonniques, les cercles de la Cité de Londres et notamment le X-Club de la famille Huxley. Ce n'est pas une conspiration, c'est une convergence d'intérêts. Vous voyez le schéma maintenant. Ils ont remplacé chaque pilier de la civilisation chrétienne systématiquement. Donc, Dieu a été remplacé par l'État, par la science, par le progrès. Le péché a été remplacé par l'inaptitude génétique. Le salut a été remplacé par l'amélioration de l'humanité.
L'Église a été remplacée par eux-mêmes, l'élite éclairée. Et voilà, cette substitution est visible littéralement dans le vitrail fabien que vous voyez à l'écran. Il a été conçu par Bernard Shaw en 1910 et en haut, vous voyez trois personnages qui sont Shaw lui-même, Sidney Webb, frappant un globe terrestre sur une enclume, et il remodèle le monde, carrément. Edward Peace, qui est le troisième personnage en haut, actionne le soufflet de la forge, le serviteur fidèle. La devise, c'est « Remold it nearer to the heart's desire », ou en français « Remodeler le monde selon le désir du cœur », citation du poète Omar Khayyam. Vous remarquez la proximité de cette phrase, de cette devise, avec la célèbre citation du sataniste Crowley « Do what thou wilt », fais ce que tu veux. Et cette similarité n'est pas anodine. En dessous, toujours sur le même vitrail, en dessous, vous voyez des gens agenouillés devant une pile de livres socialistes. Ils prient la nouvelle doctrine. C'est une image religieuse. Les masses adorent les textes sacrés du socialisme et on voit même le logo de la Société fabienne. Regardez bien, c'est le blason du loup déguisé en mouton qui est dans le vitrail. Donc, ce vitrail a été volé en 1978 et réapparu à la vente chez Sotheby's en 2005. Il est dévoilé à la London School of Economics par le premier ministre Tony Blair en 2006. Donc, Tony Blair, un Fabien lui-même, inaugure le vitrail du loup en peau de mouton. On ne peut pas inventer ça. C'est une religion séculière. Même ferveur messianique que le christianisme, mais sans transcendance, sans vie éternelle, sans notion de dignité humaine. L'outil principal de subversion des Fabiens pour imposer leur vision du monde sera l'infiltration et le contrôle des systèmes d'éducation. Leur devise officielle est d'ailleurs « éduquer, agiter, organiser ». Plusieurs citations prouvent d'ailleurs que leur volonté pour imposer le relativisme, l'utilitarisme, l'anticléricalisme, ainsi de suite, passait par le consentement, la fabrique du consentement. L'objectif de la réforme de l'éducation fabienne était de créer un ministère de l'éducation avec un contrôle de tout le système éducatif, de l'école primaire à l'université et de toutes les dotations éducatives. Et ça vient de Bernard Shaw lui-même. Edward Peace écrivit « En d'autres termes, les Fabiens décidèrent littéralement de ce que le public devait désirer, puis s'assurèrent que le public voulait ou semblait vouloir ce que les Fabiens avaient choisi pour lui. » Finalement, Shaw dit aussi « La démocratie était incompatible avec le socialisme, concernant l'aspect secret et totalitaire de leur agenda. » George Orwell, l'auteur du très célèbre roman 1984 et de La ferme des animaux, n'a jamais été membre de la Société fabienne. Dans The Road to Wigan Pier, en 1937, il les décrit comme des intellectuels arrogants, assoiffés de pouvoir. Pourquoi il savait tout ça? Orwell n'était pas un simple observateur extérieur, sa famille était au cœur de l'Empire, esclavagiste en Jamaïque depuis 1699, compensé à l'abolition et marié dans l'aristocratie. Son père supervisait le commerce de l'opium vers la Chine. Orwell connaissait ce monde de l'intérieur. Il l'a rejeté, c'est pour ça qu'il savait exactement ce qu'il dénonçait. Orwell dénonce donc l'élitisme des Fabiens. La révolution pour eux signifie des réformes que nous, les intelligents, c'est eux qui le disent, allons imposer à eux, les classes inférieures. Ils voyaient dans le socialisme de la règle à calcul des Fabiens une tyrannie technocratique en gestation. Des experts qui décident pour vous, des planificateurs qui organisent votre vie. Big Brother. Orwell était socialiste, mais il a vu le danger du fabianisme bien avant les autres, car il savait que dès 1923, plus de 20 Fabiens étaient des élus au Parlement, avec 5 Fabiens dans le premier cabinet travailliste. Il savait que des fondateurs comme Sidney et Beatrice Webb employaient la tactique dite de perméation, consistant à faire passer des politiques fabiennes
en convertissant des personnes de pouvoir et d'influence indépendamment de leur affiliation politique. Certains chercheurs suggèrent que le titre 1984 n'est pas un hasard. 1884, l'année de fondation de la Société fabienne, plus 100 égale 1984. Donc 100 ans de patience fabienne menant à un monde de surveillance totale, de novlangue, de contrôle des pensées. 1984 comme avertissement, voici où mène le fabianisme poussé à sa conclusion logique. Son cynisme n'était d'ailleurs pas hasardeux. 4 ans avant la parution de son roman, il observe l'arrivée au pouvoir de 229 Fabiens au Parlement dans le gouvernement Attlee de 1945. Aldous Huxley, membre de la Société fabienne et auteur de Brave New World, publié en 1932. Ce roman décrit un futur dystopique où les humains sont produits en laboratoire et conditionnés dès la naissance. Des alphas dirigent, des epsilons travaillent. Un système de caste scientifique. Chaque classe est programmée pour aimer sa position dans la société, le contrôle parfait. Le grand-père d'Aldous Huxley, Thomas Huxley, était le bulldog de Darwin, le principal défenseur de la théorie de l'évolution. Dans l'Angleterre victorienne, du moins. Franc-maçon, inventeur du terme agnostisme et professeur à la Royal School of Mines, il formait les ingénieurs et géologues de l'Empire. Son mentor était Joseph Dalton Hooker, qui l'introduit à la Royal Society. Le cœur de l'establishment scientifique britannique, faut le dire. Il est la figure centrale derrière la fondation de la revue scientifique Nature en 1869, revue qui existe encore aujourd'hui et qui promeut le modèle de science matérialiste servant les intérêts de l'État. Nature existe encore et c'est encore la référence scientifique mondiale. Cofondateur du X-Club en 1864, c'est un réseau qui faisait la promotion du remplacement de l'autorité religieuse par l'autorité scientifique. Le fils de Thomas, Léonard, éducateur à Charterhouse School, une école d'élite britannique, puis éditeur du prestigieux Cornhill Magazine, était le gardien de l'idéologie. C'est lui qui a transmis le flambeau à ses fils Julian, Aldous et Andrew. Julian était le plus actif des trois, président de la Société eugénique et membre de la Société fabienne, premier directeur de l'UNESCO, cofondateur du WWF, inventeur du mot transhumanisme, rien de moins. Julian travaille avec H.G. Wells sur The Science of Life en 1931. Le cercle fabien encore. Aldous connaissait Wells, les web, tout ce réseau. Il a lui-même écrit dans les années 20-30 en faveur de l'eugénisme et d'une dictature scientifique. Il écrit en 1932 « Dans une civilisation scientifique, la société doit être organisée sur une base de caste. » Et Andrew, le demi-frère de Julian et Aldous, né d'un second mariage, prix Nobel de médecine en 1963, président de la Royal Society de 80 à 85, la même institution que son grand-père Thomas, mais contrairement à ses frères, Andrew semble être resté un scientifique de laboratoire, aucune trace d'engagement eugéniste ou fabien, a priori. Donc leur objectif déclaré, gouvernement mondial, pour les fabiens, je veux dire, gouvernement mondial, abolition des nations souveraines, réduction des populations, contrôle démographique, fin de la propriété privée, tout appartient à l'État, État technocratique, gouvernement par les experts qui savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et la fameuse phrase de Shaw qu'il ne faut pas oublier que la démocratie est incompatible avec le socialisme et les raisons pour lesquelles ils avancent avec une peau de mouton. C'est pour ça qu'ils avancent donc masqués. On continue avec le segment 2D, la société des élus. On a vu les Fabiens, le bras idéologique. Maintenant, on va voir le cerveau de l'Empire, le cercle le plus secret, le plus puissant. La Société des élus est formellement établie en 1891. C'est la fameuse société secrète dont parlait Rod dans son premier testament. Comment savons-nous ça?
grâce à Carroll Quigley, historien à Georgetown University et accessoirement mentor de Bill Clinton. Quigley a eu un accès privilégié aux archives du Council on Foreign Relations, le CFR, et en 1966, il publie Tragedy and Hope. En 1981, après sa mort, à titre posthume est publié The Anglo-American Establishment. C'est la source académique la plus importante. Ce qui rend Quigley fascinant, c'est qu'il n'est pas un critique du système, il en est partisan. Il approuve le projet et selon ses dires, il admire même le groupe Milner. Dit-il cela pour maintenir ses accès aux archives? On ne le saura jamais. Dans tous les cas, il est un témoin de l'intérieur. Qui sont les fondateurs? Cecil Rhodes, magnat des diamants, fondateur de Beers, l'homme du testament. Lord Nathan Rothschild, chef de la maison bancaire, le financement. Lord Reginald Brett, vicomte Esher, qui est le conseiller privé de 3 rois britanniques. L'accès direct à la couronne. William T. Stead, que vous avez vu plus tôt dans la partie 2, rédacteur en chef du Pall Mall Gazette, le contrôle de la presse. Il mourra sur le Titanic en 1912. Et Lord Alfred Milner, alors sous-secrétaire aux finances de l'Empire. Rothschild, Esher, Stead et Milner. La finance, la couronne, la presse, le gouvernement. Tous les leviers du pouvoir. Autour des fondateurs, il y a le cercle des initiés. Lord Arthur Balfour, Lord Albert Grey, administrateur de la Rhodésie, puis gouverneur général du Canada, Alfred Bate, cofondateur de De Beers and Rhodes, l'argent des diamants. Il y a aussi Sir Harry Johnston, explorateur administrateur colonial en Afrique, Lord Rosebery, qui a été premier ministre de 1894 à 1895, et Sir George Parkin, secrétaire du Road Trust, un Canadien. Retenez bien ce nom, George Parkin. Des premiers ministres, des gouverneurs, des administrateurs, tous connectés au même projet. Donc, Quigley a listé, comme vous pouvez voir, là, une bonne quarantaine de ces personnes. Donc, un peu moins, une trentaine de ces personnes là, qui étaient dans le cercle des initiés. Regardons quelques-uns de plus près, quelques-uns de ces personnages de plus près, qui étaient dans le cercle des initiés de la société secrète de Cecil Rhodes. Donc, Arthur James Balfour, né en 1848, qui a été premier ministre conservateur de 1902 à 1905. Il est l'auteur officiel de la déclaration de Balfour de 1917, la fameuse déclaration qui a fait en sorte qu'il puisse y avoir des Israéliens, que l'État d'Israël soit créé quelques dizaines d'années plus tard. N'est-ce pas? Donc, cette lettre qui promet un foyer national juif en Palestine, le fondement du futur État d'Israël. Donc, l'architecte de l'impérialisme britannique, c'est lui, ministre des Affaires étrangères pendant la Grande Guerre. Il a redessiné le Moyen-Orient. Il est issu de la famille Cecil Balfour, qui est un réseau familial qui a dominé la politique britannique pendant des décennies. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une dynastie. On a aussi Lionel Curtis, ici né en 1872, secrétaire de Lord Milner en Afrique du Sud. Il a été membre éminent du cercle qu'on appelait le Milner Kindergarten, qu'on va voir plus tard. C'est lui qui cofonde le Round Table. Il en conçoit le cadre et fonde sa revue en 1910. C'est lui qui a créé Chatham House et le Council on Foreign Relations. Donc, c'est un personnage qui est à l'origine de beaucoup des institutions qui existent encore aujourd'hui, des institutions d'origine de l'Empire moderne. Donc, il a donc été à l'origine du Chatham House, à la conférence de Paris de 1919. Et architecte, il est l'architecte du Commonwealth. Par ses écrits et son influence, l'Empire se transforme en nation autogouvernée. Sa vision ultime, que les États-Unis rejoignent le Commonwealth. Comme base d'un gouvernement mondial fédéral, c'est l'œuvre de sa vie. Un gouvernement mondial sous contrôle britannique. Leo Amery, le troisième sur la diapo,
Secrétaire personnel de Lord Milner, c'est lui qui rédige la version finale de la déclaration Balfour à la demande de Milner, pas Balfour lui-même, c'était Amory, et cette lettre est adressée à qui? À Lord Rothschild, la même clique. Détail fascinant, Amory a caché ses origines juives toute sa vie, il a inventé une origine hongroise, donc tout en travaillant pour la cause sioniste, il a créé la Légion juive pendant la Grande Guerre, des bataillons de soldats juifs sous supervision britannique pour combattre l'Empire ottoman. Ce qui leur a permis, une fois l'Empire ottoman morcelé, de mettre la main sur la Palestine. Donc, député conservateur pendant 34 ans, premier lord de l'Amirauté, puis secrétaire d'État aux Dominions et colonies, avec juridiction sur la Palestine. Et on pourrait faire une présentation complète sur ça, sur l'origine de la droite néoconservatrice américaine, qui prend ses sources dans cette déclaration Balfour, bien sûr, parce que c'est le modèle qui veut protéger Israël et qui veut suivre l'agenda d'Israël. Donc, la branche de droite néoconservatrice est originaire de cette entente, de cette déclaration. Donc, on l'appelle, lui, Amory, le père du Commonwealth. Il a animé la conférence impériale de 1926 et il déclare les Dominions comme communauté autonome égale en statut, unie par une allégeance commune à la couronne. Donc, c'est ce que nous sommes au Canada, bien sûr, un Dominion. Et l'Empire ne disparaît pas, il change de nom. Les deux bras principaux du pouvoir impérial sont créés, donc la Société des élus, la Société fabienne. On va maintenant voir comment ils vont se coordonner et comment l'idéologie va prendre corps dans le prochain segment. Nous sommes maintenant rendus au segment 2E, l'idéologie prend corps. En 1895, regardons le schéma de l'Empire à cette époque. Les deux bras de l'Empire sont maintenant en place. D'un côté, la Société des élus pour l'influence étrangère, de l'autre, la Société fabienne pour l'ingénierie sociale. Deux outils complémentaires au service du même projet. C'est cette année-là que les Fabiens créent la London School of Economics, la LSE, l'abréviation. Donc, l'objectif, diffuser les idées économiques marxistes dans le cercle intellectuel. Rappelez-vous la méthode fabienne. Pas de révolution violente, on infiltre les esprits plutôt que de prendre les armes. L'éducation devient une arme. Qui sont les fondateurs de la LSE? George Bernard Shaw, Sidney Webb et son épouse Béatrice Webb, Graham Wallas. Ce sont tous des Fabiens, ce sont tous des idéologues. Ils ne créent pas une université neutre, ils créent un instrument de propagande intellectuelle. Parmi les diplômés célèbres, Pierre Trudeau, père, Jacques Parizeau, le chanteur Mick Jagger, eh oui. Parizeau, le souverainiste, et Trudeau, le fédéraliste, formés à la même école, par les mêmes professeurs, avec la même idéologie. Voici de la matière à réflexion. Ensuite, en 1900, la Société fabienne crée également le Parti travailliste britannique, donc le parti principal de gauche britannique, un parti politique entier créé par des Fabiens. Et qui sont les fondateurs du Parti travailliste? Il y avait plusieurs individus non Fabiens, mais parmi les Fabiens, il y avait Edward Peace, George Bernard Shaw et Sidney Webb. Donc, deux outils distincts, mais un seul objectif, la LSE pour le contrôle académique et le Parti travailliste pour le contrôle politique. L'infiltration sur tous les fronts. Et ce qui est particulier avec le Parti travailliste britannique, c'est que c'est probablement un des seuls partis qui se dit ouvrier au monde qui a été créé par principalement des bourgeois. Donc, il y avait peut-être quelques ouvriers, mais pratiquement pas. Donc, c'était principalement une initiative de riches personnes que de créer ce parti de gauche. Donc, deux outils distincts. Donc, un seul objectif, la LSE pour le contrôle académique, le Parti travailliste pour le contrôle politique et l'infiltration sur tous les fronts. Avançons jusqu'en 1901. Édouard VII monte sur le trône
après 63 de règne de Victoria. Donc, en Afrique du Sud, la guerre des Boers fait rage depuis 1899, et c'est dans ce contexte que Milner crée son Kindergarten, le Cercle de Milner, un groupe de jeunes hommes triés sur le volet. Officiellement, ils sont là pour reconstruire l'Afrique du Sud après la guerre. En réalité, le vrai rôle qu'ils ont, c'est contrôler le territoire, l'angliciser et marginaliser les Afrikaners, et surtout garantir l'accès à l'or et aux diamants. Ce groupe devient un réseau d'influence opaque, une fraternité au cœur du pouvoir britannique. D'où vient le pouvoir de Milner? Quigley identifie 3 sources. Premièrement, l'idéologie, forgée à Balliol College, autour d'Arnold Toynbee, dans les années 1870. Ce sont les amis personnels de Milner, ses alliés de longue date. C'est là que Milner développe sa vision d'un empire moral. Deuxièmement, l'influence politique, c'est le Cecil Bloc, créé par Lord Salisbury. Salisbury était premier ministre britannique de 1895 à 1902. Milner entre dans ce bloc par l'entremise de George Goschen, directeur de la Banque d'Angleterre, rien de moins. Et c'est ainsi que Milner accède au cercle du pouvoir financier et politique. La méthode du bloc Cecil, c'est pénétrer la société sur 3 fronts, la politique, l'éducation, le journalisme. Recruter des hommes de talent, les placer dans des positions stratégiques et protéger du regard du public. Troisièmement, celle qu'on connaît, la Société des élus, bien sûr, fondée en 1891 et dont on vient de parler. Donc l'argent de Rhodes, la vision de Stead et Milner au centre de tout. 3 réseaux distincts qui convergent vers un seul homme. Donc vous voyez les autres fonctions qu'a occupé Milner jusqu'à sa mort, donc jusque vers la Première Guerre mondiale, où il était secrétaire de la guerre, si je ne m'abuse. Ouais. Donc en 1902, marque un tournant majeur. Cecil Rhodes meurt à 48 ans. L'architecte du projet disparaît, mais le projet ne meurt pas avec lui. Milner est l'un des exécuteurs testamentaires. C'est lui qui prend la tête de la Société des élus. La continuité est assurée. La même année, la création de la Pilgrim Society voit le jour, une organisation élitiste et transatlantique, un pont entre Londres et Washington. Donc, c'est l'infiltration américaine qui suit son cours. Donc, Rockefeller, Morgan, Vanderbilt, Carnegie, Astor et Dupont, parmi les principales familles élitistes. C'est donc un réseau pour rapprocher les élites britanniques et américaines, un canal semi-officiel entre les 2 gouvernements de l'ombre. Adhésion sur invitation seulement. On ne postule pas à la Pilgrim Society. On y est convié par ceux qui en font déjà partie. Et cette organisation existe toujours depuis plus de 120 ans. Le patron actuel, c'est le roi Charles III. Donc, toujours en 1902, le Rhodes Trust est créé pour financer les bourses à Oxford. Donc, c'était le souhait de Cecil Rhodes que sa fortune serve à créer une bourse, donc la bourse Rhodes. Et son rôle est de financer des bourses d'études à Oxford, l'université la plus prestigieuse de l'Empire. Et l'objectif affiché, c'est aider les meilleurs étudiants. Mais l'objectif réel, l'objectif fabien, recruter les futures élites des colonies et des pays étrangers. Et une fois formés, ces jeunes leaders retournent chez eux, occupent des postes de pouvoir et servent les intérêts de l'Empire, souvent sans même le savoir. Donc, voici le Rhodes House à Oxford. Vous voyez la galerie des portraits des boursiers Rhodes les plus célèbres. Parmi eux, il y a Bill Clinton, Rachel Maddow, la célèbre journaliste américaine, présentatrice sur MSNBC, Ronan Farrow, Susan Rice et même Nelson Mandela, qui n'a pas étudié à Oxford, mais qui a lui-même créé un fonds portant le nom Mandela Rhodes Foundation pour aider l'Empire à se refaire une image, semble-t-il, après la chute de l'apartheid. Donc, des politiciens,
défaiseurs d'opinion, tous formés à Oxford. Et au Canada, John Turner, Bob Rae, Chrystia Freeland, dont on voit le portrait, vice-première ministre dont vous voyez le portrait, tout à fait, et Patrick Pichette aussi, CFO de Google, puis président du conseil d'administration de Twitter avant le rachat par Elon Musk. Donc les mêmes réseaux, les mêmes formations génération après génération, et ce n'est pas une coïncidence, c'est un système de recrutement qui fonctionne depuis plus d'un siècle. On poursuit avec le segment 2F, première cible, les esprits. 1902, c'est l'année du double coup simultané, des deux côtés de l'Atlantique. En Angleterre, la Société des élus agit via Lord Balfour. Aux États-Unis, John D. Rockefeller lance le General Education Board. Ensemble, ils centralisent le contrôle de l'éducation dans le monde anglo-saxon. Le Balfour Act abolit 2568 conseils scolaires locaux, tous élus par les citoyens. Ils sont remplacés par des autorités éducatives centralisées, les LEAS. L'éducation passe sous contrôle de l'État. Aux États-Unis, Rockefeller crée le General Education Board, 1 million au départ et 180 millions de dollars au total jusqu'en 1964. Financement conditionnel toutefois, les universités doivent accepter que Rockefeller ait une influence sur une partie du curriculum. Je ne veux pas d'une nation de penseurs, je veux une nation de travailleurs. Il n'est pas certain que la citation ait réellement été dite par Rockefeller, mais elle traduit en tout cas exactement ce qu'il a fait. Dans les années 1920-1930, le GEB travaille avec le Columbia Teacher College. Le résultat, c'est que 1/5 de tous les enseignants américains et le quart des surintendants scolaires sont financés par Rockefeller, formés par les mêmes institutions avec le même curriculum. Le contrôle des manuels scolaires est inclus dans l'accord et la standardisation devient complète. D'où venait l'argent de Rockefeller au départ? Financé par Rothschild en 1875 via Jacob Schiff qui était de la banque Kuhn Loeb à New York, lui-même lié au réseau financier européen. Les mêmes cercles toujours. Donc, la fameuse Round Table est un think tank et il inclut bien sûr les élites américaines comme Rockefeller. Il y a les branches anglaises et les branches américaines, mais la tête pensante ultimement est européenne, surtout avec les banquiers Rothschild. En 1905, Andrew Carnegie, un Américain, crée la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. La division du travail, Rockefeller, lui, s'occupe des écoles primaires et secondaires et Carnegie s'occupe des universités. À eux deux, ils contrôlent tout le système éducatif américain. La mission officielle, donc la mission, c'est le mouton, la peau de mouton sur le loup, donc c'est encourager et soutenir et dignifier la profession d'enseignant. Mais le loup, donc la fonction réelle, c'est la standardisation de l'éducation supérieure américaine et canadienne selon le modèle anglo-protestant séculier et marginaliser systématiquement les institutions catholiques et francophones. En 1918, Carnegie crée le TIAA, un fonds de pension pour enseignants universitaires. Très attrayant, très payant. Mais pour y avoir accès, l'université doit être non confessionnelle. Les universités catholiques ont le choix, abandonner leur identité religieuse ou perdre le financement. C'est un chantage déguisé en philanthropie. Carnegie rêvait d'une alliance anglo-américaine. Ce sont les mêmes réseaux, encore et toujours. En 1909, une nouvelle structure apparaît, c'est la Round Table. Créé par les disciples de Milner, c'est un réseau informel mais opérationnel. Leur mission, c'est coordonner la politique impériale à travers tout l'Empire. Il y a des branches au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, bientôt aux États-Unis, et les invitations sont secrètes, la visibilité très faible. Le grand public n'en a jamais entendu parler.
George V devient roi l'année suivante, en 1910. En 1913, la même année qu'est fondée la Federal Reserve, Rockefeller fonde la Rockefeller Foundation avec ses 182 millions de dollars, la fortune de Standard Oil. C'est le modèle Fabien exporté aux États-Unis, les mêmes méthodes, les mêmes objectifs. La mission officielle, c'est promouvoir le bien-être de l'humanité, santé publique, éducation médicale, sciences agricoles, mais la fonction réelle, c'est le contrôle démographique, donc l'eugénisme, la standardisation éducative et médicale, l'ingénierie sociale à l'échelle mondiale, sous couvert de philanthropie. Donc Rockefeller est probablement la personne qui a le plus mis en application, été actif pour mettre en place l'agenda Fabien. Donc l'agenda est identique à celui des Fabiens, comme on vient de le dire. L'eugénisme via le Bureau of Social Hygiene et le Population Council, plus tard en 1952. Il y aura d'ailleurs des scandales durant la Deuxième Guerre mondiale. L'eugénisme pratiqué par les nazis avait des liens avec la Fondation Rockefeller d'une manière ou d'une autre. Donc, la standardisation éducative, c'était leur objectif principal. Selon le modèle anglo-protestant, la formation d'une élite technocratique acquise au projet. Et il y a des connexions directes, bien sûr, avec les Fabiens. Il faut savoir que Rockefeller était un des principaux donateurs de la London School of Economics et il collabore avec Carnegie et il financera plus tard le Council on Foreign Relations qu'on va voir dans quelques minutes. Donc en 1919, Lord Lionel Walter Rothschild a remplacé son père à la tête de l'empire financier. Et il l'a remplacé en 1915, donc c'est vraiment à lui qu'a été écrit la déclaration Balfour. Et il est devenu deuxième baron. La guerre est à peine finie en 1919 que les élites passent à l'étape suivante. La scène se passe à l'Hôtel Majestic de Paris, en marge de la conférence de paix. Les réseaux britanniques et américains se réunissent et la décision, c'est de s'institutionnaliser. Créer l'Anglo-American Institute of International Affairs. Donc, jusqu'ici, le Round Table opérait dans l'ombre. C'était un réseau informel qui était sur invitation secrète, aucune existence légale. L'objectif maintenant, c'est de créer un think tank officiel, une structure capable d'influencer ouvertement les gouvernements. Et l'architecte du projet, c'est Lionel Curtis, qu'on a vu tout à l'heure dans le cercle des initiés de la société secrète de Cecil Rhodes. Il prévoit ouvrir des bureaux à Londres et à New York. Ce qui a été décidé en 1919 à l'Hôtel Majestic va maintenant se déployer à travers le monde. L'AAIA était un projet. Ce qui suit, c'est sa concrétisation. Donc, on va voir à l'écran apparaître les différents bureaux qui ont découlé de l'action de cette réunion, fameuse réunion de 1919 à Paris. Donc, un réseau mondial de think tanks, tous connectés à Chatham House, parce que le AAIA s'appelle aussi Chatham House. Regardons comment ça s'est mis en place année après année. Donc, en 1920, la Société des Nations est créée. C'est le premier projet de gouvernance mondiale et le siège est mis en Suisse. En 1921, l'AAIA se divise tel que prévu à Londres, où le BIIA est créé, le British Institute of International Affairs, et à New York, on crée le Council on Foreign Relations. Ils n'ont pas appelé le AIIA parce que ça aurait attiré les suspicions, parce qu'il faut dire la vérité, le CFR, c'est une infiltration britannique en sol américain. Et en 1926, le British Institute reçoit sa charte royale et il devient le RIIA, le Royal Institute of International Affairs, aussi appelé Chatham House. En 1928, le Canada suit avec le CIIA. Alors, ce qu'il faut savoir sur le CIIA canadien, ça a été fondé par un premier ministre, Robert Borden.
probablement le plus impérialiste de tous les premiers ministres canadiens, principal canal par lequel les orientations de politique étrangère britannique sont transmises aux élites canadiennes. Il forme et recrute les futurs diplomates, les hauts fonctionnaires et premiers ministres du Canada, notamment Lester B. Pearson, qui en sera le président. Le CIA organise des conférences confidentielles où se décident les grandes lignes de la politique canadienne, toujours alignées sur les intérêts anglo-américains. Et en 2007, il est rebaptisé Canadian International Council, CIC, mais poursuit la même mission. En 1933, l'Australie a droit à son propre bureau, l'AIIA. En 1934, c'est au tour de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud avec le NZIIA et le SAIIA. En 1943, c'est en Inde, n'est-ce pas, qu'est ouvert un bureau britannique. Et en 1955, en Allemagne, donc même dans les pays qui ne sont pas du Commonwealth, il y a des bureaux d'influence britannique qui sont ouverts, comme le DGAP en Allemagne, le JIIA au Japon en 1959, le NIIA en 1961 au Nigeria, et à Singapour, le SIIA en 1961, donc la même année. En 1976, le CEBE est ouvert au Brésil. En France, on parle du IFRI en 1979. Voilà, donc vous avez le tableau complet, en tout cas selon mes recherches. Et quels sont les objectifs de tous ces bureaux affiliés au Chatham House? En fait, ces instituts partagent 6 objectifs communs. Le premier, c'est le guidage impérial, contrôler la politique étrangère des Dominions, même après leur autonomie et des autres pays dans la mesure du possible. Deuxième, créer un réseau d'influence, former une élite pro-britannique dans chaque pays. Troisièmement, le renseignement, recueillir des informations stratégiques via les élites locales. Quatrièmement, le pilotage économique, défendre les intérêts de la Cité de Londres, promouvoir le libre-échange. Cinquièmement, le soft power, maintenir l'hégémonie britannique par influence intellectuelle. Et sixièmement, la gouvernance mondiale, préparer une fédération impériale, noyau d'un futur gouvernement mondial. Mais on sait que Donald Trump est en train de mener à mal ce projet impérial britannique. Ce qu'on appelle la guerre contre le mondialisme est en fait une guerre entre les États-Unis d'Amérique et l'Empire britannique. Et certains, comme Matthew Ehret, expliquent qu'en fait, la Révolution américaine ne s'est jamais totalement terminée et que c'est maintenant que ça se joue, plus de 250 ans après. Donc, l'infrastructure est maintenant en place, les fondations, les think tanks, les réseaux, tout est prêt. La guerre contre les peuples peut commencer, en ciblant d'abord ceux qui résistent le plus, c'est-à-dire les nations catholiques. Donc, on se revoit dans la partie 3. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette deuxième partie de ma série sur les réformes de l'éducation au Québec.